Bonjour, on me demande de faire des prévisions déjà pour 2022. Alors, juste pour blaguer, mais en fait, c'est pas trop une blague, c'est plutôt une réalité. Si je fais pas des prévisions inquiétantes, ça va intéresser personne. Si on dit qu'en 2022 tout va bien se passer, la vidéo elle va faire 1000 vues. Si on dit qu'il va y avoir un putain de gros crack majeur de sa mère, la pute du dernier siècle et tout, là, à mon avis, je vais faire du 10-20 000. Donc déjà, le jeu des prévisions, c'est un peu casse-gueule parce qu'il faut toujours annoncer des mauvais trucs, sinon ça fait pas recette, ça fait pas d'audience. Mais en l'occurrence, j'ai un petit truc sympa qui fait un peu peur à annoncer aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il y a sur mes indicateurs. Alors, je vais vous le présenter. C'est pas dit que ça va se passer. Et aussi autre chose, parce que les gens... Alors, deux choses. Premièrement, si je fais des annonces sur des positions sur YouTube, le suivi, c'est sur Twitter. Donc, j'ai fait une interview avec Pietro San Giorgio, et qui me disait qu'il avait acheté suite à ma vidéo Alibaba. Alors moi je suis pas en position sur Alibaba, je suis sorti, j'ai fait 2 allers-retours sur Alibaba. À chaque fois je suis ressorti au bout d'une semaine ou deux, et en plus je l'ai fait sur des ventes d'options, sur les ventes de put à Deep Money. Et les suivis des positions, s'il y a des annonces qui sont faites en vidéo, faut absolument vous connecter sur Twitter pour voir ce que je fais. Mais donc je suis pas Alibaba, ça fait belle lurette, j'ai complètement sorti de mon radar. Elle a rebondi d'ailleurs, mais j'ai aucune opinion sur Alibaba d'une manière générale. Donc là, ça c'est le premier point sur le suivi sur Twitter. Et le deuxième point, on me dit, pour la deuxième chose, on me dit j'ai du mal à te suivre, tu étais baissier, maintenant tu nous dis que tu es en train d'acheter à bloc, tu as fait une semaine d'achat à bloc sur le trading. Oui, je fais 25 OP, j'en ai fait 21 gagnantes, 3 flats et une perte sur Nex. Voilà. Ouais, NEX, c'est la seule perte que j'ai eue sur une semaine. 25 OP. Donc moi, je travaille en heure par heure, en hourly. Je travaille pas en daily. Je pense qu'il y a trop de compétition. Je pense pas qu'il soit possible d'obtenir un avantage sur les autres joueurs en daily. On affronte des géants de hedge fund, on affronte les meilleurs cerveaux du monde, on affronte des algos, on affronte de l'intelligence artificielle. Je ne vois pas l'intérêt pour moi, pour faire du beau sur YouTube, d'aller parler en daily sur les marchés financiers. Pour moi, c'est suicide. Donc je travaille en weekly, en monthly ou en heure par heure. Et mes modèles tournent en heure par heure uniquement. Donc ça s'ajuste. Donc effectivement, ça ne convient pas trop au format YouTube. Parce que la vidéo par moment va être vue pendant une semaine ou deux. Évidemment, entre le moment où j'ai un signal et le moment où la personne regarde la vidéo 1 ou 2 semaines plus tard, ça colle pas trop. Ce qui est un peu normal. Les marchés, ça bouge tout le temps, ça s'ajuste tout le temps. Donc je peux être baissier et 3 heures plus tard, baissier moyen terme, et puis ça se déclenche pas, il y a un faux break à la baisse et ça repart à la hausse, et donc je change et je deviens haussier. C'était le cas récemment au mois d'octobre. Donc encore une fois, le seul moyen d'avoir un contact plus rapproché, c'est d'aller sur Twitter. Désolé de vous vendre la sauce, mais sinon j'ai pas envie que des gens me disent ah j'ai acheté Baba, alors qu'est-ce que tu penses, faut toujours la porter ou pas. Ça me dérange profondément en fait, parce que je suis pas acheteur de Baba. Je l'ai acheté, mais je l'ai revendu, donc je suis pas acheteur, donc j'ai pas envie après que les gens se fassent mal avec les marchés financiers en étant à l'origine, en ayant initié leur position parce qu'ils l'ont pas géré de la même manière que moi. Ça c'est un truc qui me dérange profondément. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Ceci étant fait, on va passer à du global macro. Alors ici, vous avez les États-Unis avec le taux d'inflation. Il est actuellement de 5,1%. Le Price Consumer Index, on voit que c'est sur 25 ans, un graphique de 25 ans, on est au plus haut. Donc il y a un problème structurel sur le système actuellement. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, ce problème a été créé non pas par une émission de monnaie trop importante, même si ça a compté la M2, mais c'est pas ça, c'est que cette fois-ci on a injecté la monnaie, la M2, la masse monétaire est injectée en partie pour plus de 1000 milliards dans la poche directe des consommateurs. Donc ça c'est inflationniste. Donc il y a ce problème-là, et deuxièmement, on est en train de maintenir artificiellement des shortages dans le pétrole, dans l'énergie et dans les métaux industriel, comme je le montrais sur Twitter d'ailleurs, je ne sais plus où. Voilà, ce graphique-là. Ça, c'est le stock du copper sur le London Metal Exchange. On est à zéro. Donc, on voit qu'il y a un vrai souci d'approvisionnement à cause du bordel du Covid et les ports qui ne peuvent pas débarquer et acheminer correctement en temps normal les matières premières, les produits finis, tout ce qui est physique en fait. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a des interactions politiques liées au Covid qui consistent à dire que c'est extrêmement dangereux, que voilà, que dans les ports on se chope le Covid en masse, et que donc on va limiter tout ça. Donc ça disrupte, ça détruit complètement toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc un graphique qui veut tout dire, c'est celui-là. En fait, c'est le lien entre le prix brut du pétrole et puis les 70 plus grosses compagnies européennes cotées, et le lien en fait
entre le CAPEX et le prix du pétrole. Et comme on peut voir, pour la première fois, il y a vraiment une vraie déconnexion durable entre le prix du pétrole et puis le comportement des explorateurs et producteurs de pétrole. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur une cause normale, on est sur une cause artificielle, politique, et donc on va essayer de pas être politique. Et la question politique, c'est comment est-ce que ce problème va être résolu au niveau de l'inflation, ou alors est-ce qu'il ne veut pas être résolu, parce qu'il est quand même facilement constatable que ça fait quand même, je sais pas, ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois qu'il y a un problème d'inflationniste artificiel qui a été créé, et à ce jour, la Fed n'a absolument apporté aucune réponse, mais vraiment aucune réponse, à part nous dire que c'était transitoire. C'est à peu près la seule réponse qu'elle a apportée. Elle a juste fait du reverse repo pour 1400 000 milliards de dollars pour pomper un peu de la M2, de la masse monétaire du marché, en augmentant le taux du repo, mais c'est à peu près toute la seule mesure qu'elle a faite. C'est pas vraiment ça qui va casser la baraque à une inflation de 5% par an. Donc la question qu'on peut déjà se poser, c'est est-ce que le but c'est de recréer une vague d'inflation durable à horizon de 10 ans, ou est-ce que c'est juste de laisser aller le bordel de manière transitoire, comme ils aiment à le dire? Je ne sais pas, je ne suis pas connecté à le faire. En tout cas, il n'y a pas de réponse de politique monétaire aujourd'hui. Les marchés anticipent à 70% maintenant, 72%, j'ai vu les prévisions, 3 hausses des Fed Funds. On va voir si ils se trompent ou pas. Donc il y a un problème politique. Comment en tout cas, si une décision est prise de ne pas créer trop d'inflation trop durablement, et qu'une décision est prise pour remettre à l'endroit la situation sur le front de l'inflation, quelles sont les options qui sont disponibles? Alors, je vous ai préparé ça ici pour 2022. Alors, la première option possible, c'est extrêmement déflationniste quand le dollar est fortement acheteur, fortement haussier, fortement haut, en fait, cote beaucoup plus haut que les autres devises. C'est une pression déflationniste importante sur tous les actifs. Donc, on pourrait avoir un crack à la hausse sur le dollar index. C'est mon scénario numéro 1. Je ne sais pas combien il y a de probabilité, je ne sais pas, 25-30%, je pense que c'est l'option la moins douloureuse. Alors ça peut se faire que très lentement, parce que si le dollar monte trop rapidement par rapport aux autres devises, il y a 14 000 milliards de dettes ou 15 000 milliards de dettes offshore libellées en dollars. Donc tous les pays émergents vont sauter, parce qu'ils devront rembourser leurs charges d'intérêt en dollars, et qu'en face, leur devise se dévaluant, la charge va exploser, donc ça va foutre en l'air tous les budgets de tous les pays émergents. Donc la hausse du dollar, elle peut se faire que lentement, durablement, sur concevoir sur, je sais pas, 4-5 trimestres. Ça serait la réponse logique de la Fed. Alors comment on fait monter le dollar? On monte un peu les taux, et puis on pompe, on réduit les liquidités sur le marché, on assèche le marché du dollar disponible, parce que le monde consomme énormément de dollars. Je rappelle que c'est 62% de la devise de réserve, le dollar. C'est également toutes les transactions en matières premières. C'est également la plus grosse dette au monde international, puisque les autres devises ne permettent pas d'émettre des emprunts obligataires dans une... Je sais pas, en euros, il y en a un petit peu. Au Japon, c'est interdit. La Chine ne permet pas. Donc, en fait, c'est la plus grosse masse d'emprunts internationaux. Donc la hausse du dollar, elle est un peu casse-gueule. C'est clair que ça foutrait un gros bordel, mais ça serait une réponse assez facile pour préserver les États-Unis et puis résoudre le problème d'inflation aux États-Unis. Ensuite, on peut faire un petit crack obligataire, plus une hausse des Fed Funds. Les Fed Funds sont actuellement à 0,20, je crois. On pourrait remonter, c'est ce que les marchés anticipent. 72% de probabilité qu'il y ait 3 hausses de Fed Funds en 2022, pour les remonter peut-être à 1%. Et peut-être un crack obligataire. La Fed contrôle 50% du marché obligataire de la dette américaine. Donc aujourd'hui, ils ont tout le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Le marché n'existe plus. On est en communisme 2.0, je vous rappelle. Donc le crack obligataire, on a déjà commencé à remonter. D'ailleurs, comme je serais ça, évidemment, avec beaucoup de peur et d'intérêt. Où est-ce qu'il est, mon tweet? Voilà, le tweet est là. On est remonté. On est quand même passé, on a touché un 70 sur le 10 ans en mars 2021, donc après une correction. Et là, on est remonté à un 70, on est un peu dessous en ce moment. Il est clair que si on cassait cet ancien point haut, ça pour moi signifierait qu'il y a une volonté quand même de la Fed de remonter le niveau des taux d'intérêt à 10 ans pour aller à 1,80, 1,90, 2, que sais-je. Donc ça, c'est vraiment un graphique à surveiller majeur, ça pourrait être une des réponses de la Fed pour calmer l'inflation en douceur. Je ne sais pas encore une fois qu'est-ce qu'ils vont faire. Et la troisième solution, c'est celle-là, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une prévision pour 2022 qui fait un peu peur. Ce sera une solution purement politique et non pas macroéconomique ou monétaire. Avec, je sais pas, un Covid bis, je sais pas, une nouvelle vague avec un nouveau truc, puis du shoot, et puis des morts, et puis une guerre, ou n'importe quoi. Des tours qui s'effondrent, un attentat, tout ce que vous voulez. Bref, il y a un événement où
complètement imprévisible, puisque par définition, en plus, ils sont jamais à court d'imagination, nos chers politiciens internationaux. Donc un événement, de quelle que soit sa nature, qui viendrait foutre la merde massive dans le système économique et financier et monétaire. Et je pense que, enfin du moins si on analyse l'histoire, c'est la solution probablement la plus probable. Peut-être que ça va s'accompagner aussi d'une hausse modérée sur le dollar, une hausse modérée sur le marché obligataire, sur les Fed Funds, et puis qu'en même temps on aura un petit peu de grabuge. Je sais pas, par exemple, moi le truc dont j'ai le plus peur en termes de politique, c'est encore une fois l'instauration d'une crypto d'État, qui buterait d'ailleurs les 1000 milliards de capi ou les 2000 milliards de capi des cryptos privés. On l'a vu, le comportement de la Chine. Et parallèlement, je sais pas, un rétalonnage des dettes, comme ils ont déjà fait, donc un défaut partiel sur la dette des États, soit en transformant, l'Italie récemment a fait, je sais plus, ils avaient des dettes à 2 ans, puis ils ont dit, maintenant je rembourse dans 10 ans, donc c'est une manière de dire, va te faire foutre, je te défaut partiel, mais je le dis pas. Ça pourrait être tout simplement, on l'a vu en Afrique avec la France, avec le franc CFA, le changement de la valeur du franc. Donc tout ça, toutes ces politiques-là, de toute façon, comme les États ont un problème de dette, ça favorisera forcément les particuliers qui sont lourdement endettés auprès des banques, et ça défavorisera lourdement les gens comme moi. Donc d'une manière ou d'une autre, je compte m'endetter assez massivement. Encore une fois, maintenant, ça commence à être urgent. Je déteste ça, mais c'est urgent. Donc, c'est un problème monétaire, je ne sais pas, mais un truc, voilà. Donc, alors pourquoi pourquoi le 2022 milite pour un truc comme ça? Tout simplement parce que vous avez ici le graphique sur un siècle. Comme je le dis à longueur de vidéo, en global macro, j'aime bien récupérer les graphiques sur un siècle au minimum pour avoir toute l'histoire de l'économie moderne. Et donc vous avez ici, en fait, c'est un graphique du real yield de SP500. Donc on compare l'inflation au rendement du SP500. Alors aussi autre chose. Ce que je vais vous montrer fait partie, et en fait, il y a 14, et je suis en train de travailler sur un 15e indicateur. Alors, évidemment, j'ai démarré avec 10, mais j'en ai maintenant 15, et l'un des indicateurs que je vais montrer aujourd'hui fait partie de cette formation, et c'est le seul actuellement indicateur structurel qui est allumé dans le rouge, mais malheureusement, la réponse est souvent politique, on va voir dans l'histoire. Donc, cet indicateur, c'est le rendement réel du SP500. Donc là, on l'a sur un siècle et on voit quoi? On voit qu'on est à moins 3, moins 4%, ça dépend selon les variations du SP500. Donc si on compare depuis la Seconde Guerre mondiale, on est au plus bas, mais il n'y a pas trop d'inquiétude, on peut faire un point bas et remonter. Par contre, pourquoi je vous le montre? Tout simplement parce que les 3 fois dans l'histoire où on a poursuivi dans le négatif le rendement du SP500, ces 3 situations extrêmement tendues avec des réponses plutôt politiques que macroéconomiques ou monétaires à cette situation. Donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis dans la panique de 1907. Je pense d'ailleurs que la panique de 1907 a donné lieu ensuite à la création de la Fed. Je pense que la Fed a été créée à cause de la panique en 1907 pour pouvoir gérer et ne plus retomber dans un souci comme 1907. Donc on se retrouve avec non plus une crise économique sur les bras, mais vraiment un truc majeur. Si on continue là, un petit peu, comme ça, déjà ça c'est un voyant rouge, on est à la merci en permanence d'un souci sur les actions, mais le souci c'est que ça se termine rarement par une correction des marchés actions, par un crash, ça se termine plutôt par un événement plus massif. Donc ce graphique-là, il milite vraiment pour une réponse en 2022 qui sort de l'ordinaire, parce que la situation, le système est en déséquilibre désormais total, et on est dans une situation extraordinaire et non pas ordinaire, ou un peu tendue, ou un peu volatile, ou un petit choc comme ça, une petite crise. On n'est plus dans une crise, on est face à un ajustement majeur système, obligatoirement, comme le montre ces graphiques. Donc moi ma réponse, elle est de sorte, il faut emprunter, et puis je ne fais l'investissement, en fait, je me limite à un horizon 1 mois, pas plus. Ça va de l'heure par heure à des positions qui durent 1 mois maximum. Je tiens plus de position moyen long terme parce que la visibilité. Pour finir, juste je fais un rajout. Ce graphique-là, je vous l'ai pris et je vous l'ai montré sur un siècle parce que beaucoup d'incompétences ou de manipulation ou ce que vous voulez sur YouTube et partout dans les médias consiste à nous faire gober que cette crise-là c'est unique, c'est du jamais vu dans l'histoire, c'est que c'est nouveau, cette fois-ci c'est différent. Cette fois-ci c'est différent. Ça, cet argument-là, il revient vraiment sur la table. Ça sera pas pareil que dans le passé. Voilà, ou alors tout le monde montre, par exemple, ce graphique-là.
sur Twitter, il tourne depuis 1970, depuis l'instauration de Bretton Woods. Et donc effectivement, on voit qu'on est au plus bas sur 50 ans. Mais comme vous pouvez voir, si on remonte sur un siècle, et ben en fait on n'est pas du tout au plus bas, on a déjà eu 3 cas de figure. Et en fait, absolument l'intégralité de la situation actuelle a déjà été vue. On nous dit ouais, un endettement comme jamais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le gouvernement américain, il a fait pire pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on commence à normaliser les datas en pourcentage, voilà. Après les taux, c'est pas non, quoique les taux comme ça aussi longtemps à zéro, on est proche des extrêmes. Mais à chaque fois qu'on prend un paramètre global macro aujourd'hui, si on remonte sur un siècle ou 2 siècles, on trouve déjà des cas de figure dans l'histoire. Donc en fait, c'est juste pour vous faire réfléchir et de vous dire que la situation, ouais, genre, tout va s'effondrer, tout va se terminer très très mal parce que c'est jamais arrivé. Et voilà. Et il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que c'est déjà arrivé, l'histoire, les pays. Sauf qu'en fait, on n'a pas une connaissance historique comment dire, largement répandue de la macroéconomie, mais en fait quand on remonte sur un siècle ou 2 siècles, c'est déjà arrivé pour à peu près l'ensemble de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il y a déjà des cas de figure, et comme vous pouvez le voir, un rendement négatif du SP500, c'est déjà arrivé 3 fois sur 120 ans. Et donc il ne faut pas avoir peur de ça, parce que si je suis moi en train de faire une vidéo et vous en train de me regarder, c'est que la race humaine a survécu à des cas extrêmes. Donc il ne faut pas trop en avoir peur en fait, c'est plutôt, moi je fais ces vidéos, c'est plutôt pour changer l'opinion, pour essayer de montrer qu'on peut exploiter ça. Il faut arrêter d'adopter en permanence ce statut victime et au contraire réfléchir en tant que prédateur, comment je peux utiliser cette situation. Comment cette tendance extrême, qui va gagner, qui va perdre, comment moi je peux me mettre du bon côté de la barrière, enfin, c'est les questions essentielles qu'il faut se poser et non pas se la jouer victime comme partout et se lamenter et s'infuser à longueur d'année des contenus qui font peur pour stimuler la partie reptilienne de notre humanité. Non, il faut se dire comment je vais exploiter le truc, quoi. Qu'il y ait un maximum de personnes qui soient en situation de victime et d'irresponsabilité et qui veulent perdre, abandonner, renoncer à leur liberté et leur responsabilité de leur propre vie et la donner à des mecs qui sont des purs enculés, c'est pas le problème en fait, ça on s'en fout, c'est chacun sa vie, on l'amène comme on la veut, mais moi je vous dis juste là on a une situation qui est extrême, qui est pas nouvelle mais qui est extrême, et donc l'idée ça va être de savoir comment on se fait un max de blé avec, c'est tout. C'est pas de chialer comme un gamin quoi, face à maman quoi. Macron c'est papa il est un petit peu tordu et pervers, donc à mon avis il vaut mieux pas chialer devant Macron, il vaut mieux se dire comment tu vas baiser la gueule aux autres et comment moi je vais baiser la gueule avec toi contre les autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, on va pas se mentir. Il y a pas du tout. La race humaine, elle collabore pas. On est en train de se foutre sur la gueule les uns les autres. C'est de la survie pure. Donc je voudrais juste faire cet aparté par rapport au regard qu'il faut porter par rapport à cette situation pour 2022.